Bonjour à chacun et chacune d'entre vous, bienvenue sur Happy pour ce nouveau rendez-vous dédié à la santé. Êtes-vous bien informé sur le cancer du côlon à l'occasion de Mars Bleu? Nous accueillons aujourd'hui sur Happy le docteur Yann Ledréan qui est avec nous et qui va dès à présent pouvoir nous rejoindre pour démarrer cette visioconférence. Oui, bonjour docteur Ledréan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct aujourd'hui. On va mettre tout de suite en place votre document de présentation. Bonne conférence à vous et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Donc, je suis docteur Ledréan, je suis chirurgien à l'hôpital privé des Côtes-d'Armor. Donc moi, en tant que chirurgien digestif, j'ai des activités un peu spécifiques en oncologie chirurgicale et puis en traitement de l'obésité. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, je vous propose de suivre ce plan-là avec tout d'abord discuter de l'anatomie du côlon, ce qui va nous permettre en fait d'introduire la notion de ce que c'est un polype et de c'est quoi la différence entre un polype et un cancer du côlon. Et une fois que toutes ces notions seront bien comprises, eh bien, on pourra discuter en fait de la prise en charge d'abord du polype, puis on discutera de la prise en charge du cancer. Donc d'abord l'anatomie du côlon, c'est des schémas que j'ai trouvés sur le site e-cancer qui sont très bien faits. Sur le schéma de gauche, donc vous avez en fait plutôt ce qui représente la physiologie du tube digestif. Donc là, par exemple, le patient mange une fraise. Donc la fraise, elle va être broyée donc, par la bouche. D'accord. Elle va être broyée aussi dans l'estomac, qui est un muscle. Et dans l'estomac, les sucs gastriques vont dissoudre la fraise et transformer donc, en fait, l'aliment en nutriments. Les nutriments vont ensuite passer dans le petit intestin. Et c'est dans le petit intestin que ces nutriments vont être absorbés pour rentrer dans l'organisme et arriver au niveau du côlon qui se trouve ici. Le liquide digestif va s'épaissir pour se transformer en sel, en fait, parce que la fonction principale du côlon, ça va être de réabsorber l'eau du liquide digestif. Maintenant, on va faire un zoom sur cette partie-là, au niveau de ce schéma ici. Donc le côlon, c'est un cadre, d'accord. Bon, on parle souvent du cadre colique. La première chose au niveau de ce cadre colique, donc c'est l'appendice, c'est là où les patients font l'appendicite. Puis après, vous avez le côlon droit, le côlon ascendant, le côlon transverse, qui traverse le ventre, puis le côlon descendant, qu'on appelle aussi le côlon gauche. Et avant le rectum qui est ici, vous avez un côlon qui forme une sorte de boucle qu'on appelle le côlon sigmoïde. Et maintenant, on va faire un autre zoom. On va rentrer en histologie. L'histologie, c'est ce qu'on voit au microscope, au niveau de la paroi du côlon. D'accord. Et au niveau de la paroi du côlon, si on regarde au microscope, on voit 4 couches différentes. La couche la plus superficielle à l'intérieur du côlon, ce qu'on appelle la muqueuse. Puis après, en dessous, vous avez la sous-muqueuse. Et en dessous, vous avez une couche musculeuse qui est faite de muscles et qui sert en fait à la contraction des intestins, qui sert à faire avancer les aliments dans le tube digestif. Et vous avez une dernière couche qu'on appelle la séreuse, qui est la couche un peu lisse qu'on a sur l'organe quand on le touche de l'extérieur. Et ce schéma-là représente en fait ce qu'on voit véritablement quand on regarde au microscope, cette paroi du côlon. Donc vous avez la muqueuse ici, en haut, la sous-muqueuse ici, sur cette épaisseur-là, la musculeuse qui est toutes ces formes un peu rosées, et puis la séreuse qui n'est qu'une enveloppe en fait qui enveloppe le tube digestif. Et en fait, quand on parle de polypes et de cancer du côlon, c'est vraiment la muqueuse qui va se transformer, c'est la muqueuse qui va avoir quelques anomalies. Et cette couche cellulaire, donc la muqueuse, c'est comme ça, c'est une couche cellulaire que vous voyez là qui tapisse en fait ce qu'on appelle le chorion. Une couche cellulaire où toutes les cellules, vous voyez, respectent une architecture qui est définie, qui est parfaite avec les cellules les unes à côté des autres, le noyau qui est bien dans le fond, qui est bien collé au chorion en dessous. D'accord. Et il va y avoir des replis. Alors ça, c'est vrai aussi dans le petit intestin. Il y a des replis. Et ces replis qu'on voit comme ça et qu'on voit ici dans une coupe qui est en fait perpendiculaire, c'est ce qu'on appelle les glandes de Lieberkühn, c'est les glandes du côlon. D'accord. Et quand on va avoir en fait un polype ou un cancer du côlon, ça va être une anomalie au niveau de ces cellules-là.
Alors maintenant qu'on a bien compris la normalité, enfin l'anatomie normale et la physiologie du tube digestif, on va pouvoir comprendre un peu mieux ce que c'est qu'un polype et ce que c'est un cancer du côlon et comment on en arrive là. Alors, les principes de cancérogénèse, donc ça c'est vrai pour tous les cancers dans l'organisme, c'est tout d'abord en fait une accumulation d'anomalies génétiques à l'intérieur d'une cellule. D'accord? C'est-à-dire que vous avez ici en A un amas, enfin voilà, des cellules qui sont normales. Et puis à l'intérieur, il y a une cellule qui va commencer à avoir un peu trop d'anomalies au niveau de son noyau, au niveau de ses gènes. La première répercussion de ces anomalies génétiques, bah, ça va être une anomalie de la réplication cellulaire. C'est-à-dire que normalement, les cellules ne peuvent pas se répliquer de manière anarchique. Et bien là, en fait, la réplication cellulaire va sortir de contrôle. Et donc, on va se retrouver avec une accumulation de cellules qui vont avoir aussi les mêmes anomalies génétiques. Okay, et cette réplication cellulaire va demander de plus en plus d'énergie, va demander de plus en plus d'oxygène, va demander de plus en plus de glucose. Et donc, pour avoir cette énergie et ce glucose, il y a ce qu'on appelle des néo-vaisseaux, des petits vaisseaux qui vont arriver spécifiquement dans la tumeur. Et ça, c'est la néoangiogénèse. Et c'est ces néo-vaisseaux qui vont apporter l'oxygène et le sucre dont la tumeur a besoin pour se développer. Une autre anomalie qui va être la conséquence de ces modifications génétiques, c'est l'anomalie d'adhésion cellulaire. L'adhésion cellulaire, c'est que je vous ai expliqué sur la diapositive précédente que les cellules sur la paroi du côlon, elles respectaient une architecture qui était stricte. Chaque cellule avait sa place, et voilà. Et là, quand il y a ces anomalies génétiques, eh bien, vous voyez par exemple ici, déjà localement, les cellules n'ont plus forcément, ne sont plus ordonnées normalement. Et surtout, les cellules vont pouvoir traverser les couches du côlon. Hein. Normalement, les cellules restent bien à leur place dans la couche du côlon. Et bien là, quand il y a vraiment des anomalies d'adhésion cellulaire, ces cellules elles vont pouvoir traverser les couches du côlon et même arriver jusqu'au vaisseau sanguin. Et quand elles arrivent jusqu'au vaisseau sanguin ou alors jusqu'au ganglion à côté du côlon, et ben, elles ont ce qu'on appelle des propriétés migratrices et elles vont réussir en fait à envoyer des cellules un peu à distance, soit dans le territoire de drainage lymphatique, donc dans les ganglions, soit carrément dans des organes à distance comme le foie ou le poumon. Donc ici, on a une image de polype qu'on voit en coloscopie. Donc on voit un petit bouton, une petite excroissance à l'intérieur du côlon, donc, qui est assez harmonieuse tout de même. Et ça, c'est ce même polype ici qu'on va voir au microscope. Et donc ici, on voit une architecture qui est normale, ordonnée, de muqueuse du côlon. Et puis, ici, vous allez avoir ce chou-fleur qui s'est développé, donc avec une accumulation de cellules qui respectent quand même les couches du dessous, d'accord, donc qui reste assez superficiel. Et donc ça, c'est un polype du côlon. Alors que le cancer, ça c'est l'image en coloscopie. Alors en coloscopie, vous allez avoir une tumeur qui va être beaucoup moins homogène, qui va être un peu friable, qui va être un peu ulcérée, qui va être un peu dure au toucher. Et si vous regardez cette tumeur-là au microscope, vous allez avoir un peu cet aspect ici, donc avec une architecture des cellules qui va être complètement désorganisée. Vous allez avoir en fait une pénétration de la masse cellulaire à travers les couches du côlon, et donc jusqu'au vaisseau qu'on peut voir ici ou ici, et donc avec des propriétés migratrices comme j'ai pu l'expliquer avant. Donc ça, c'était pour vous récapituler. Là, c'est la normalité des cellules qui sont bien ordonnées sur la partie superficielle du côlon. Il faut imaginer que le polype, c'est, imaginons une petite cellule ici qui s'est répliquée parce qu'elle avait trop d'anomalies génétiques, donc ce qui a fait une sorte de chou-fleur sur la partie superficielle du côlon. Et puis, le cancer, en fait, ça va être ce polype qui a continué d'évoluer, qui a continué d'accumuler des anomalies génétiques et qui a aggravé ses capacités en fait de pénétrer dans la paroi du côlon et de pouvoir partir dans d'autres organes. Et en fait, ce processus, c'est quelque chose qui est un continuum dans 80% des cas, c'est-à-dire 80% des cancers du côlon sont issus initialement d'un polype. Un continuum sur 10 ans, d'accord, ça prend à peu près 10 ans pour qu'une cellule normale se transforme en cancer, en passant par le stade de polype.
et puis après, donc avec un risque que ces cellules tumorales partent sous forme de métastases dans le foie ou dans les poumons notamment. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était un cancer ou un polype du côlon, on va voir d'abord la prise en charge du polype. Alors, premier sondage, à votre avis, quelle est la proportion de cancers colorectaux évitables? Donc, on a dit 40% en fait, hein, de cancers colorectaux qui sont associés à des facteurs de risque modifiables. Donc, on va discuter de ces facteurs de risque-là. Donc, les facteurs de risque de développer un polype ou un cancer du côlon, on va les classer d'abord en facteurs de risque généraux. Donc, c'est d'abord l'âge. Ici, on voit sur ce schéma qu'il y a 95% des cancers colorectaux qui se développent après l'âge de 50 ans. Donc là, j'ai clairement un facteur de risque de développer un polype ou un cancer colorectal, bien qu'il y a une augmentation inquiétante des cancers digestifs chez les patients jeunes, hein, qui a triplé en quelques années, et avec des difficultés de mise en évidence de ces facteurs explicatifs, qui seraient sans doute liés à tout ce qui est pesticides et tout ce qui est microplastique. Mais bon, en tout cas, grosso modo, l'âge reste quand même un facteur de risque majeur. Il y a le surpoids et l'obésité, qui est un facteur de risque aussi de développer donc un cancer du côlon. Vous allez avoir d'autres risques environnementaux, donc j'en ai discuté avec les pesticides, les microplastiques, mais vous allez avoir l'alcool, le tabac, qui sont des facteurs de risque qui sont bien démontrés. Tout ce qui est excès de viande rouge, d'accord, vous avez le droit de manger un steak de temps en temps, mais c'est l'excès de viande rouge qui va être un facteur de risque de développer un cancer colorectal. Et tous les produits de conservation des charcuteries, notamment les nitrites, qui vont augmenter ce risque. Et vous allez avoir des facteurs de risque génétiques, comme le syndrome de Lynch et la polypeuse adénomateuse familiale, ce qui répond un peu à la question précédente. Donc il y a effectivement certains patients qui vont avoir des maladies génétiques constitutionnelles qui vont aggraver largement le risque de développer un cancer colorectal. Quand on parle de prévention, on parle aussi de facteurs protecteurs. Ce qui va protéger contre le cancer colorectal, c'est l'activité physique et c'est l'augmentation des fibres dans l'alimentation, donc tout ce qui est fruits et légumes. Et donc pour prévenir le cancer colorectal, ce que les patients peuvent faire à leur échelle, c'est d'éviter les facteurs de risque et de favoriser les facteurs protecteurs. Et donc, grosso modo, comme pour toute maladie, c'est-à-dire améliorer son hygiène de vie. Alors, deuxième sondage, à votre avis, à quel âge débute le dépistage organisé du cancer colorectal? Docteur Audréan, est-ce que c'était bien à partir de 50 ans? Et oui, alors comme j'ai pu le dire sur la diapo précédente, ou sur 3 diapos précédentes, effectivement, comme 95% des cancers du côlon se développent à partir de 50 ans, et c'est l'âge qui a été décidé pour commencer ce dépistage organisé. Dans les études épidémiologiques, on a pu classer la population en 3 groupes de risques différents. Donc il y a le groupe de la population générale, c'est-à-dire les gens lambda qui n'ont pas de problème particulier, qui vont avoir un risque moyen de développer un cancer colorectal de 3 à 4% sur une vie entière. Et après, vous avez 2 autres groupes qui sont les patients à risque élevé, qui vont avoir un risque de 4 à 10%. Et puis, vous avez le risque très élevé, que j'appellerais presque très, très élevé, parce que quand on arrive à plus de 40% de risque, c'est énorme. Et ces patients-là vont avoir un dépistage individuel, en fait. Pour le groupe moyen, qui est ici, donc on débute à 50 ans et ça se termine à 74 ans. Et donc, c'est chez des patients qui sont asymptomatiques. D'accord ? Le dépistage, c'est chez des patients qui sont complètement asymptomatiques d'un point de vue digestif. Et alors, c'est quoi la stratégie de dépistage chez ces patients-là? Donc, c'est la recherche de sang dans les selles tous les 2 ans, à partir de 50 ans. Là, ça va toucher le risque élevé, ça va toucher beaucoup plus de gens déjà, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un parent ou qui ont eux-mêmes eu un polype. Donc si vous avez un parent ou vous-même qui avez déjà eu un polype, en fonction, c'est pareil, c'est toujours bien stratifié en fonction de caractère individuel des patients. Vous allez refaire des coloscopies tous les 3 à 5 ans, en fonction de comment se sont passées les coloscopies auparavant. Si c'est parce que vous avez déjà eu un cancer du côlon ici, eh bien, en fait, vous allez refaire une coloscopie à 1 an de la chirurgie.
ou à 6 mois si initialement vous n'avez pas eu de coloscopie. Et puis si la coloscopie est normale, à ce moment-là, vous allez refaire des coloscopies tous les 5 ans. Si c'est un antécédent familial de cancer du côlon, eh bien les patients, les enfants, par exemple, si une personne âgée a développé un cancer du côlon, bah, ces enfants vont devoir faire des coloscopies à partir de l'âge de 45 ans. Et si cette coloscopie-là, elle est normale, il va devoir la refaire tous les 5 ans. Donc maintenant, on va discuter de la prise en charge du cancer. Le diagnostic du cancer colorectal, il est fait soit sur des symptômes, alors soit sur le dépistage, comme on a vu tout à l'heure, soit sur des symptômes, c'est-à-dire des patients qui peuvent avoir des douleurs abdominales, des patients qui peuvent avoir des saignements extériorisés, c'est-à-dire des saignements avec les selles ou même par l'anus en dehors des selles. C'est des patients qui peuvent développer des troubles du transit, soit de la diarrhée, soit de la constipation, et même ce qui est assez fréquent, c'est une alternance de la diarrhée et de la constipation. Ça, c'est assez typique. Et si le cancer est évolué, qu'il utilise énormément d'énergie, bah, ça peut causer une perte de poids chez le patient et ça peut entraîner une grande fatigue. Il y a une autre chose qu'on voit biologiquement et qui peut nous faire évoquer un cancer digestif et notamment un cancer colorectal, c'est les anémies. Et donc le diagnostic qui va être fait donc toujours sur une coloscopie, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, que ce soit des symptômes ou que ce soit une anémie, le médecin envoie le patient chez le gastro-entérologue pour réaliser la coloscopie. Pendant la coloscopie, alors soit il y a un polype, le gastro-entérologue l'enlève, mais s'il y a une suspicion de cancer, à ce moment-là, le gastro-entérologue fait juste une biopsie pour enlever un petit morceau pour l'envoyer en histologie. Donc en histologie, on a vu tout à l'heure, c'est l'examen au microscope pour voir au microscope à quoi ressemble la lésion. Donc le médecin, il reçoit les résultats de la biopsie, le cancer se confirme, malheureusement, et donc il va falloir faire le bilan de la maladie, ce qu'on appelle le bilan d'extension, pour voir localement et à distance comment est développée la maladie. Donc dans le cadre du cancer colorectal, le premier examen qu'on va faire, c'est le scanner thoraco-abdominopelvien, c'est-à-dire du thorax et du ventre, ce qui va nous permettre de voir localement au niveau du côlon s'il y a quelque chose et s'il envahit des organes à côté. Mais c'est rare quand même, c'est pas le but principal. Le but principal, ça va être surtout d'aller voir le foie, qu'on voit très bien ici, d'accord, notamment grâce à l'injection de produits de contraste, d'accord. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des scanners, mais ils injectent du produit de contraste qui permet de rehausser les vaisseaux. Là, on voit beaucoup mieux les vaisseaux, là par exemple c'est l'aorte, et là on voit les vaisseaux à l'intérieur du foie. Donc ce produit de contraste permet de mettre en évidence des lésions. Et au niveau thoracique, au niveau pulmonaire, qui sont les deux sites métastatiques les plus fréquents. L'IRM peut être aussi utilisée. L'IRM, elle va être surtout utilisée dans le cancer du rectum. Premièrement, parce que c'est l'examen de référence pour voir par rapport à l'anus qui est ici, où est située la lésion dans le rectum, parce que ça va avoir des grosses implications sur la stratégie thérapeutique et sur la chirurgie à réaliser. Et ça permet une meilleure performance diagnostique de l'atteinte ganglionnaire, de savoir s'il y a des ganglions qui sont touchés à côté du rectum. Donc l'IRM, ça va être surtout pour le cancer du rectum et ça va être aussi pour les quelques patients chez qui on va discuter une chirurgie d'une métastase hépatique, on va faire une IRM du foie, parce que c'est pareil, la performance diagnostique est meilleure sur les métastases hépatiques avec une IRM que simplement avec un scanner. Et le dernier examen d'imagerie qu'on peut demander dans ce cadre-là, de bilan de la maladie, c'est le TEP scanner. Le TEP, alors TEP, ça veut dire tomographie par émission de positons, qui est couplé avec un scanner. D'accord, le scanner, c'est le même que celui-ci, mais donc on couple les deux examens d'imagerie. Donc le TEP, la tomographie par émission de positons, c'est un examen de médecine nucléaire. On injecte au patient ce qu'on appelle un radioisotope, c'est-à-dire une molécule qui est marquée avec c'est une molécule radioactive en fait, qui marque un élément biologique habituel. Donc, dans le cadre du cancer du côlon, c'est le glucose qu'on va marquer avec du fluor qui est radioactif.
Le glucose, j'en ai parlé tout à l'heure, les cellules tumorales, elles ont besoin de beaucoup d'énergie pour se développer, donc beaucoup plus que toutes les autres cellules du corps. Donc on injecte ce glucose dans le corps, et donc il va aller se concentrer sur la tumeur, d'accord? Et cette concentration, grâce à la machine, on va réussir à la retrouver en imagerie. Donc ça donne des images qui ne sont pas très anatomiques en soi, mais comme c'est couplé avec le scanner qui est un examen très, très anatomique, eh bien on arrive à voir où la grosse boule est située dans l'organisme. Donc ça, c'est le TEP scanner. Et c'est un examen qu'on réalise aussi qui n'a pas beaucoup d'indications, qui reste aussi pour les patients chez qui on a des doutes avec un simple scanner ou avec une IRM, ou alors chez les patients qu'on va faire systématiquement chez les patients qui vont avoir une maladie métastatique, mais qui va avoir un projet chirurgical. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands examens d'imagerie. Et donc là, vous avez fait, enfin le médecin a fait le tour de la maladie, entre guillemets. Il a posé le diagnostic, il a fait le bilan d'extension de la maladie. Donc on a vraiment tous les éléments pour réfléchir au traitement. Et ce traitement, en fait, on va le décider en réunion de concertation pluridisciplinaire d'oncologie. C'est quoi? C'est une réunion. Alors nous, à la clinique, c'est tous les jeudis soirs. On se réunit avec les radiologues, avec les gastro-entérologues, avec les radiothérapeutes, avec les oncologues, et nous, chirurgiens digestifs. Et puis on présente ces dossiers avec tous les éléments qu'on a recueillis. Et ça nous permet en fait d'élaborer une proposition thérapeutique personnalisée. C'est-à-dire qu'en fonction des différents éléments du dossier, on va pouvoir donner on va émettre un avis qui va être très personnalisé aux données du patient. D'accord? Ça, c'est le premier avantage, c'est que chacun va pouvoir donner son avis avec sa spécialité et son expertise. Et l'autre chose, c'est aussi de garantir que la décision thérapeutique va être conforme aux recommandations. C'est-à-dire que ce n'est pas un médecin dans son coin qui va décider de ce qu'il pense bien ou de son expérience, ce qu'il a vu. Non, c'est vraiment, ça garantit que la décision est vraiment conforme aux recommandations et conforme aux données scientifiques récentes. Et c'est vraiment important. Là, je vous mets l'arbre. Alors, l'idée, c'est pas que vous puissiez lire, hein, c'est vraiment de vous montrer la difficulté que c'est de réfléchir à la décision thérapeutique en cancérologie. Ça, c'est le sous-arbre décisionnel dans la prise en charge du cancer du rectum localement avancé. Et donc, quand on a des patients qui ont un cancer du rectum localement avancé, des fois, les patients ils vont avoir d'abord de la chimiothérapie, puis de la radiochimiothérapie, puis une chirurgie du rectum avec souvent une stomie, puis de la chimiothérapie, puis une autre intervention pour fermer la stomie. Et toutes ces thérapeutiques les unes après les autres, avec des semaines de pause entre chaque traitement, en fait, le patient, entre le début de son traitement et la fin de son traitement, il va quasiment se passer 1 an, avec au moins 4 ou 5 spécialités différentes. Donc c'est important que lors de ces réunions, que tout le monde soit là, de manière à ce que les soins soient vraiment coordonnés et que les examens d'imagerie soient vraiment relus par les uns et les autres et que tout le monde soit d'accord. Pour le cancer du côlon, et du rectum, pour l'instant, ça reste quand même la chirurgie qui est le traitement de référence. Et donc, on va parler un peu des principes généraux de la chirurgie. Le premier principe, c'est la récupération améliorée après chirurgie, ce qu'on appelle la RAC. Et c'est quoi le but de la RAC? C'est de faire en sorte que la chirurgie a le moins d'impact sur le patient. D'accord? C'est qu'il y ait moins d'effets secondaires possibles de la chirurgie sur le patient. Donc, avant une chirurgie, le patient il va aller voir l'anesthésiste, il va aller voir une infirmière d'annonce, qui est une infirmière l'infirmière va lui réexpliquer ce que le chirurgien a déjà expliqué, mais avec des termes peut-être un peu plus abordables, et elle va pouvoir de nouveau répondre à ces questions. Avant la chirurgie, il va y avoir une préparation colique comme sur une coloscopie, pour laver l'intérieur du côlon. Il va y avoir une décontamination digestive. Ça, c'est des antibiotiques que les patients prennent la veille et le jour de l'intervention de manière à limiter l'inoculum bactérien à l'intérieur du côlon. Les patients vont être préparés aussi d'un point de vue nutritionnel avec ce qu'on appelle une immunonutrition. C'est des compléments alimentaires dans lesquels il y a plein de
de nutriments particuliers qui permettent d'améliorer la cicatrisation après l'intervention. Et les patients vont prendre aussi un sérum glucosé dans les heures précédant l'intervention et qui a pour but en fait de limiter le stress lié au jeûne préopératoire. Voilà. Après, pendant l'intervention, on va autant que possible favoriser la cœlioscopie. La cœlioscopie, c'est les petits trous qu'on fait au niveau du ventre plutôt que la grande cicatrice au milieu. Donc la cœlioscopie, on fait les petits trous, on gonfle le ventre, on travaille juste avec des pinces et on manipule le moins possible les intestins. D'accord. Bon, actuellement, on fait que des interventions par cœlioscopie. C'est vraiment ça sort de l'ordinaire quand on ne fait pas de cœlioscopie. Et les anesthésistes font très très attention dès l'intervention, même si les patients dorment, à prendre en charge la douleur. Et après l'intervention, ce qui est prépondérant, c'est la prise en charge de la douleur, de manière à ce qu'il y ait moins de conséquences possibles pour le patient. C'est la réalimentation précoce, c'est-à-dire qu'il faut redonner à manger au patient le plus rapidement possible. Pas beaucoup, parce qu'il ne faut pas... Mais il faut quand même qu'ils puissent activer leur système digestif. Et la mobilisation précoce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dire au patient « vous avez été opéré, reposez-vous tranquillement, reposez-vous pendant une semaine, vous verrez après ». Si on met un patient dans un lit pendant une semaine, après une intervention chirurgicale, sortir du lit, c'est impossible. On met des mois, des semaines à s'en remettre. Il faut que dès le soir même de l'intervention, ou au pire dès le lendemain, le patient il soit au fauteuil, il marche autour de son lit de manière à ce qu'il n'ait pas perdu de muscle. D'accord ? Parce que quand on reste alité, on perd du muscle. Et à récupérer, on met au moins le double, voire le triple de temps pour récupérer. Et dans l'optique aussi de récupération améliorée, on va limiter les dispositifs médicaux, c'est-à-dire qu'on va limiter au maximum la pose de drains chirurgicaux, on va limiter la pose de sonde gastrique et de sonde urinaire, et on va déperfuser les patients le plus précocement possible. La chirurgie, il faut qu'elle soit pendant l'intervention, donc le but c'est qu'on fasse une chirurgie complète, qu'on appelle R0, c'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève toute la tumeur au large, de manière à tout enlever, et qu'on fasse un curage ganglionnaire. Un curage ganglionnaire, c'est d'aller enlever tous les ganglions dans le territoire de drainage de la tumeur. Le but, c'est qu'il soit analysé pour voir si la maladie, si le cancer avait touché les ganglions ou pas. Ça a déjà un impact sur la suite du traitement. Et surtout, s'ils étaient touchés, c'est de les enlever. C'est le traitement. D'accord ? Donc c'est ces deux choses-là. Et là, je vous ai mis une petite photo du robot chirurgical qui est le plus utilisé actuellement, qui permet en fait de faire des actes de chirurgie cœlioscopique avancée. Donc vous avez le chirurgien qui est délocalisé par rapport au... il faut imaginer que le patient normalement est là, d'accord, à la place de la table. Le chirurgien est délocalisé du patient et travaille en fait en manipulant ses bras robotisés à distance, ce qui permet en fait une plus grande précision avec des systèmes de visualisation qui sont meilleurs, une stabilisation des gestes et de l'image. Donc c'est des choses qui permettent, qui sont une évolution de la cœlioscopie pour permettre encore plus de précision à l'acte chirurgical. Ça, c'est pour vous montrer à quoi ça ressemble une colectomie. D'accord ? Donc sur ce schéma-là, vous avez un patient qui avait un cancer du côlon à droite, ici. Et donc, on coupe au large, ce que je vous ai expliqué, on coupe à la fin du petit intestin avant le branchement sur le côlon. On coupe au niveau du côlon transverse. D'accord ? Là, c'est un peu exagéré. Faut moins couper par là. Et donc, on va couper les vaisseaux au ras des gros troncs de manière à enlever tous les ganglions qu'on voit ici, qui suivent ces vaisseaux-là. D'accord ? Donc, il faut vraiment couper les vaisseaux au ras de manière à faire un beau curage ganglionnaire et à bien traiter la maladie. Le deuxième temps de l'intervention, c'est d'aller faire une couture entre ça et ça, d'accord ? Ce qui ressemble à ça. Donc, vous avez l'intestin qui est branché maintenant sur le côlon, ici, de cette manière-là. Ça, c'est la même chose sur le côlon droit, sur le côlon sigmoïde, pardon. Sur le côlon sigmoïde, vous avez une tumeur qui est ici. Et donc, si on veut opérer une tumeur comme celle-ci, il faut couper en dessous. Il faut couper le côlon au-dessus. Là, c'est pareil, c'est un peu exagéré de couper aussi haut. Et c'est pareil, vous allez couper le gros tronc vasculaire le plus possible en haut, de manière à retirer le maximum de ganglions. Et on va refaire la couture entre le côlon ici et le rectum en bas, pour remettre l'intestin dans le bon sens.
Donc la chirurgie, ça reste à risque de faire des complications. Les complications qu'on peut avoir, c'est la mauvaise cicatrisation des coutures. D'accord? C'est-à-dire que ici, ça cicatrise mal. Si alors c'est très rare que ça arrive, mais si ça arrive, c'est embêtant parce qu'on a une fuite de matière digestive, de matière fécale en fait. Donc on peut avoir au mieux un abcès, et puis au pire, ça peut être même une péritonite post-opératoire. On peut avoir des saignements, notamment au niveau de la couture aussi, ce qui peut faire un hématome ou ce qui peut faire des saignements par l'anus. On peut faire des occlusions digestives, on peut faire des hernies post-opératoires. Et puis, d'un point de vue médical, on peut avoir des infections, que ce soit des infections urinaires, des infections pulmonaires. On peut faire aussi des thromboses, donc au niveau des mollets, ou voire même des embolies pulmonaires. Donc, on surveille de très très près les patients quand même. Les autres traitements, donc c'est un autre traitement, donc c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement qu'on utilise principalement dans le cancer du rectum. D'accord? Comment ça fonctionne? Mais en fait, on envoie des rayons X au niveau de la tumeur de manière à la détruire. D'accord? Comment ça se passe? En fait, le radiothérapeute, sur les examens, sur le scanner notamment qui a été fait en préopératoire, il va délimiter la tumeur, il va délimiter la zone qu'il a envie d'irradier et il va synchroniser cette délimitation sur l'examen qu'il a fait avec la machine et sur le patient. D'accord? Et c'est pour ça, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu des patients qui ont subi déjà une radiothérapie, ils ont des petits points sur les pourtours de la zone, on tatoue des petits points noirs sur la zone qui délimite le champ. Et en fait, ça permet de synchroniser l'imagerie préopératoire sur le patient lui-même. Et la machine, elle arrive à reconstruire, à remettre l'un dans l'autre et à irradier la zone que le radiothérapeute a envie d'irradier. Et après, on va parler du traitement médical. Le traitement médical, c'est-à-dire le traitement général qui passe soit par les veines, soit par la bouche, soit par injection, soit par la bouche. Et c'est d'abord la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle a pour but de détruire directement les cellules tumorales. On peut l'utiliser de manière néoadjuvante. Néoadjuvante, ça veut dire avant la chirurgie. Et dans ces cas-là, elle a pour but de réduire la taille de la tumeur de manière à aller à la chirurgie plus facilement. Elle peut être faite aussi de manière adjuvante. Adjuvante, c'est-à-dire après la chirurgie. Et dans ces cas-là, l'idée, c'est de se dire que bien qu'on ait bien opéré le patient, qu'on a tout enlevé, il y a peut-être quand même des petites cellules à droite, à gauche, on ne sait pas. Et donc, le but, c'est d'aller attaquer ces cellules-là, là où elles sont, de manière à réduire le risque que la maladie revienne. Et la dernière façon de donner de la chimiothérapie, c'est en situation palliative. Et en situation palliative, c'est-à-dire que c'est des patients chez qui, malheureusement, on a très peu de chances de les guérir de la maladie, mais on a quand même envie de limiter l'évolution de la maladie. Donc ça, c'est des patients qui vont avoir une maladie qui ne pourra pas être opérée, mais chez qui on a envie de limiter au maximum l'évolution de la maladie, et donc ils vont avoir cette chimiothérapie palliative. Donc une fois que le patient est mis en rémission de sa maladie, qu'il a été opéré par un cancer du côlon qui a été opéré, qui ne présente plus de maladie, il est en rémission, il va falloir quand même le surveiller. La surveillance du cancer du côlon, ça va durer pendant 5 ans après la fin des traitements. Les recommandations actuelles, c'est de faire des échographies et des radiographies régulières. Normalement, c'est des échographies tous les 3 mois pendant 3 ans, puis tous les 6 mois pendant 2 ans, et des radiographies thoraciques tous les 6 mois pendant 3 ans, puis tous les ans pendant 2 ans. Et en général, en fonction de la maladie singulière du patient, on va des fois préférer quand même faire des scanners pour qu'il y ait un examen un peu plus global. Merci beaucoup, docteur Le Dréan, pour votre intervention aujourd'hui. Tout de suite passer aux questions-réponses. Alors, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les faire, donc je vais essayer de les enchaîner le plus possible. Je me pose beaucoup de questions sur la coloscopie. Y a-t-il des risques de perforation de l'intestin? Oui, exceptionnel. La perforation intestinale sur une coloscopie, on dit que c'est un patient pour 1000. Donc voilà, en médecine, le 0 et le 100% n'existent pas. Donc oui, il y a toujours le risque d'avoir des complications sur une coloscopie, mais c'est vraiment exceptionnel, quoi. Alors ça, c'est pour une coloscopie normale. Après, et c'est sûr que si, par exemple, on fait le gastro-entérologue a besoin de faire par exemple, une dissection sous-muqueuse, comme j'ai pu en parler tout à l'heure, là, ce risque-là augmente parce que le geste nécessite une expertise particulière et là, le risque augmente.
Mais sur une coloscopie normale, le risque existe, mais exceptionnel. Merci beaucoup. Le coloscanner peut-il remplacer la coloscopie? Quelle est la différence entre les deux? Le coloscanner ne remplace pas la coloscopie. Le coloscanner, c'est réservé aux patients chez qui on ne va pas pouvoir faire de coloscopie. Et la coloscopie, elle est toujours sous anesthésie générale? La coloscopie, dans la grande majorité des cas, sous anesthésie générale. Ça peut se faire maintenant sous hypnose, mais ça reste des cas de niche parce que déjà tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose, premièrement. Et deuxièmement, l'hypnose, ça demande un temps fou. C'est-à-dire qu'il faut préparer le patient, et puis il faut prendre un peu plus son temps. Voilà. Donc surtout à l'heure de la pénurie de gastro-entérologues, eh bien, on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas assez riche pour. Voilà. Il faut qu'il y ait le maximum de patients qui puissent bénéficier d'une coloscopie, donc on ne peut pas prendre le temps, je pense. Enfin, moi, j'en fais pas de coloscopie, c'est mes collègues gastro-entérologues, mais c'est difficile de prendre autant de temps pour un examen et du coup, prendre ce temps-là qui ne bénéficie pas à d'autres patients, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des symptômes quand on a un polype? C'est possible. C'est possible qu'un polype entraîne aussi des problèmes de transit. C'est possible qu'un polype saigne. Oui, c'est possible. Est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui vous aide à élaborer des diagnostics? En pratique courante, non. En pratique courante, non. Nous, en chirurgie, c'est sûr que non. En gastro, chez les gastro-entérologues, je ne sais pas où ça en est, je ne connais pas la science exacte actuelle, mais c'est possible que l'intelligence artificielle puisse aider pour la caractérisation de certains polypes. On peut imaginer qu'en faisant une photographie d'un polype, qu'on le met dans un algorithme d'intelligence artificielle qui puisse nous dire avec un peu plus de précision si c'est possiblement gentil, si c'est possiblement juste un polype ou si c'est possiblement un cancer. C'est possible que si ça n'existe pas encore, en tout cas, ça existera sans doute bientôt. Mais voilà. Sur ces données-là, ça existe. Et moi, ce que j'avais fait, c'était sur de l'intelligence artificielle, mais c'était plus pour faire de l'analyse automatique d'images. Donc, c'est pareil, c'est moins d'implication du quotidien. Vous avez parlé de l'opération chirurgicale et notamment de l'ablation des ganglions de l'intestin. Ils servent à quoi ces ganglions? Est-ce qu'on a des conséquences au fait de ne plus les avoir? Non, non, parce qu'en fait, les ganglions, ils servent au drainage lymphatique. Hein. Dans le corps, on a du sang qui arrive par les artères, qui sort par les veines, et aussi de la lymphe. D'accord? Et donc, cette lymphe, c'est une sorte de liquide qui coule aussi dans les vaisseaux lymphatiques. Et en fait, comme ça draine le côlon qui est lui-même enlevé, ça n'a pas de conséquences. Voilà. Dans certains cas, on peut avoir ce qu'on appelle une lymphorrhée, c'est-à-dire une fuite de liquide lymphatique, mais qui n'a, en pratique courante sur du côlon, ça n'a aucune. Des fois, ça arrive, par exemple, sur les cancers de l'estomac ou les cancers du pancréas, où effectivement, on a du liquide lymphatique qui coule beaucoup. Qu'on a une fuite de liquide lymphatique dans le ventre et qu'on est obligé qui peut se surinfecter. Mais dans le cancer du côlon, c'est vrai que en pratique, ça n'a pas d'impact. Merci beaucoup. Est-ce que le cancer du côlon est forcément héréditaire? Bah non, 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 même, il y a quand même beaucoup de patients qui n'ont aucun antécédent familial de cancer du côlon et chez qui on découvre cette maladie. Hein. Non, c'est un facteur de risque d'avoir une hérédité. C'est plus qu'un facteur de risque d'avoir une maladie génétique constitutionnelle, mais il y a beaucoup de patients qui ont ça parce que justement ils ont des facteurs de risque, d'autres facteurs de risque. Est-ce qu'un polype mute forcément en cancer s'il n'est pas retiré? Ah, pas forcément. Non, on peut imaginer qu'un polype reste comme ça, pas forcément. Encore une fois, le 0 et le 100% n'existent pas. Mais ça, on le saura sur un polype donné, on n'a pas de boule de cristal, donc de savoir comment il va évoluer, mais donc il vaut mieux les enlever. Hein. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a plus de risques de cancer avec un syndrome du côlon irritable? Non, non. Le syndrome le côlon irritable, c'est une pathologie fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des troubles fonctionnels de la motilité intestinale, mais il n'y a pas de problème de la muqueuse. D'accord? Il n'y a pas d'irritation de la muqueuse, il n'y a pas d'anomalie génétique des cellules de la muqueuse, donc il n'y a pas de sur-risque à développer un cancer du côlon.
Vous avez montré le schéma sur le fait de retirer les polypes avec un lasso, notamment avec le câble qui passe directement dans l'estomac, enfin plutôt dans le côlon. Est-ce que ensuite les polypes sont retirés avec le lasso ou est-ce qu'on sont évacués naturellement? Qu'est-ce qu'elles deviennent une fois que la section a été faite? Il l'attrape avec le lasso et il retire. D'accord. Et Ça il reste pas l'envoie dans en sa bouche. analyse au microscope aussi. Ils sont toujours envoyés en analyse au microscope. Donc effectivement, il le coupe avec le courant électrique et après avec le lasso, ils viennent le repincer et ils le retirent. Très bien. Quand on a un suivi par coloscopie tous les 3 à 5 ans, doit-on continuer à faire le test FIP? Non. Une personne chat qui nous disait depuis ma dernière coloscopie, j'ai énormément de gaz et ça depuis 1 an. Est-ce que c'est normal? Dur à dire sans voir le patient en consultation. Il y a pas mal de gens qui nous disent ça, qui après un acte chirurgical ou après une coloscopie, qu'ils ont des flatulences ou qu'ils ont une sorte de le ventre qui est gonflé. Bon, j'ai jamais vu de choses graves après ça, mais surtout si ça dure depuis 1 an et que le patient va bien, c'est que c'est rassurant. Après, ça peut être traité avec c'est peut-être la purge qui vous a un peu défloré, des choses comme ça. Donc avec un peu d'ultra-levure, des choses comme ça peut peut-être s'améliorer. Comment faire la différence entre un côlon irritable et un cancer? Une coloscopie. Pour ça, le côlon irritable, ça reste à partir d'un certain âge, bon, sauf si c'est chronique hein, et que les symptômes sont pas changés. Mais en tout cas, ça va être difficile sur un patient qui commence à avoir des symptômes de côlon irritable à un certain âge, on va difficilement se passer d'une coloscopie pour affirmer le côlon irritable. Ça reste un diagnostic d'élimination. Donc voilà. Donc, bon, si c'est un patient qui a un côlon irritable depuis ses 20 ans et qui a toujours les mêmes symptômes, bon, on va se dire que c'est toujours le côlon irritable. Par contre, si on a des symptômes fonctionnels à partir de 60 ans, on va toujours éliminer un cancer avant de dire c'est un côlon irritable. C'est un diagnostic d'élimination. Et si on enlève des bouts de côlon, si on en vient à l'intervention chirurgicale, est-ce que ça a un impact sur la digestion? Sur la digestion, donc sur l'assimilation des nutriments, non. Sur le transit, ça peut. Sur le transit, effectivement, la chirurgie peut avoir des effets secondaires, si on peut dire, quoi, de diarrhée, de constipation, de troubles fonctionnels. Voilà, ça c'est possible. La chirurgie du rectum peut avoir beaucoup de conséquences d'un point de vue de la fonction défécatoire, c'est-à-dire comment on va à la selle. Ouais. La sœur de mon père a eu un cancer du côlon. Est-ce que je suis concerné par un examen de prévention? La sœur de votre père, donc on est plutôt sur le deuxième, donc a priori non, sauf si votre père a quelque chose, mais non, c'est comme si on est vous êtes au deuxième degré. C'est un antécédent au deuxième degré, donc on n'est pas au premier degré. Est-ce que l'alimentation a un impact, une influence sur ce type de cancer? On en a discuté, oui. Moi, je suis persuadé que l'explosion des cancers chez les jeunes, c'est dû aux pesticides et dû aux microplastiques et tout ça. Donc tout ça, c'est des choses qu'on mange, hein. L'eau qu'on boit, les choses qu'on mange. Ce qui est bien démontré, c'est tout ce qui est excès de viande rouge et les nitrites, donc c'est-à-dire les agents de conservation des charcuteries, tout ça. Et quoi qu'il arrive, le surpoids aussi, donc c'est-à-dire que si vous avez du surpoids dû à une alimentation déséquilibrée, vous êtes plus à risque de cancer. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de la nutrition qui peuvent favoriser ou prévenir le cancer, en fonction de vous. Donc, si vous voyez le verre plein ou vide, quoi. Merci beaucoup. On va terminer avec une dernière question. Est-ce que tous ces examens préalables sont pris en charge dans le cadre de la prévention? Alors le test FIT est pris en charge, ouais. Et puis les coloscopies, si elles sont indiquées par un gastro-entérologue, oui, tous les examens sont pris en charge. Alors est-ce qu'il y a un petit reste à charge? Je ne sais pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où il y a un diagnostic de cancer, les patients sont pris en ALD, affection longue durée. Et donc du coup, là, tout est pris en charge, que ce soit les transports, les hospitalisations, les consultations, les examens. Mais si c'est juste mais même pour dépistage, les examens en soi sont pris en charge. Oui. Merci beaucoup, docteur Dréan. Encore une fois, on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.